Bonjour, c'est Aline du site Des livres pour cheminer et bienvenue dans le 3e épisode de ce podcast. Aujourd'hui, je vous propose une interview, la première d'une série que j'espère longue consacrée aux bibliothérapeutes. Pour cette première interview, nous partons à la rencontre de Cathy Roy, bibliothérapeute québécoise et auteure du livre Bibliothérapie, trésor d'imaginaire. Elle nous parle de sa vision de la bibliothérapie et en particulier de sa pratique de la bibliothérapie imaginale. Je m'excuse d'avance si la qualité audio n'est pas parfaite, le son est parfois un peu brouillé, voilà, c'est les aléas des appels Skype entre l'Europe et le Québec. Alors c'est parti. Bonjour Cathy, pour commencer, peux-tu te présenter? Bonjour, je viens direct du Québec, où la bibliothérapie est aussi très méconnue. J'ai commencé il y a 9 ans une pratique de la bibliothérapie ici au Québec. Puis ça m'a amené aussi à exporter mon travail. J'ai eu la chance d'aller travailler en France, en Suisse, en Belgique, et je suis en lien aussi avec une association américaine de bibliothérapeutes. Donc, il y a 9 ans, j'ai mis sur pied le projet de la bibliothèque apothicaire, avec laquelle j'ai développé une offre de services en bibliothérapie qui s'est augmentée au fil des années, qui s'est adaptée aussi à ce qui est possible de faire dans les différents milieux où j'ai pu mettre en œuvre la bibliothérapie. Mm-hmm. Ok, du coup tu dis c'était il y a 9 ans, j'imagine que la bibliothérapie c'était pas du tout connu, encore moins que maintenant il y a 9 ans, donc comment est-ce que tu as rencontré la bibliothérapie? Ouais, effectivement, comme probablement tu as pu le constater quand toi-même tu as fait des recherches autour de la bibliothérapie, il y a 9 ans, quand j'avais cherché le mot bibliothérapie sur Internet, la seule étude sur laquelle qui m'était apparue, c'est assez cocasse. C'est une étude qui avait été faite en utilisant la bibliothérapie sur une clientèle d'hommes qui avaient des problèmes érectiles. Ah oui, tout à fait. On a peut-être tous vu un peu cette étude-là, mais il y avait pratiquement que ça dans la littérature francophone autour de la bibliothérapie. Il a fallu que je fasse plutôt des recherches du côté anglophone pour voir qu'il y avait beaucoup plus que ça, en fait, puis qu'il y avait déjà des choses qui étaient très sérieuses, très organisées autour de la bibliothérapie depuis longtemps déjà, mais ça n'avait pas encore passé la barrière francophone. Puis, j'ai rencontré la bibliothérapie par une entrevue radiophonique avec Marc-Alain Ouaknin, une entrevue qui était passée au Québec, à la Radio nationale au Québec, où Marc-Alain Ouaknin parlait de sa publication Bibliothérapie, lire, c'est guérir. Mm-hmm. Et puis, quand j'ai entendu cette entrevue-là, j'ai eu un coup de cœur, un coup de foudre intellectuel et vraiment affectif, parce que pendant toutes mes études en littérature, en fait, j'ai fait le baccalauréat puis la maîtrise en littérature, en fait, le premier cycle puis le second cycle d'études universitaires en littérature. Et puis, pendant toutes mes études, je me disais, oui, j'adore le contact avec la littérature, le travail avec la littérature, mais il me manquait vraiment l'aspect de la rencontre avec l'humain. Mm-hmm. J'avais surtout pas envie de rester que dans un univers théorique avec la littérature. Et puis, l'enseignement de la littérature, pour moi, ça restait justement dans cet univers plus théorique, thématique, les études structurales ou tout ça. Puis, j'avais vraiment un grand intérêt et une grande soif de découvrir comment je pouvais utiliser la littérature pour aller à la rencontre de l'humain. Et puis, j'ai été libraire aussi pendant une dizaine d'années, pendant mes études, puis après aussi. Et puis, il y avait ce contact-là aussi que j'avais avec la personne, en lien avec la littérature, mais ça reste un contexte commercial et on n'a pas nécessairement l'espace puis la possibilité de développer vraiment des échanges au milieu de ce questionnement-là, puis cette envie-là, jusqu'à ce que je découvre la bibliothérapie. Et puis que là,
j'ai vraiment la forte sensation, intuition que cet outil-là, que cette approche-là allait répondre à ma quête par rapport à la littérature. Mhm. Donc, tu t'es partie de tes études en littérature et comment est-ce que tu t'es formée pour devenir bibliothérapeute? En fait, quand j'ai découvert la bibliothérapie, j'ai découvert une association américaine de bibliothérapie qui s'appelle la National Association for Poetry Therapy, et puis NAPT. Et puis, j'avais regardé leur programme de formation. En fait, ils offrent de la formation par mentorat. La barrière de la langue puis la barrière géographique aussi ont fait que je ne suis pas allée vers cette formation-là. Mais je m'en suis beaucoup inspirée pour moi-même trouver des formations qui pourraient remplir cette même manière-là de me former en bibliothérapie. Donc, j'avais déjà les études littéraires. Cette association-là propose d'avoir une base de cours en littérature et aussi une base de cours en psychologie. Mm-hmm. Donc, et puis j'ai découvert ici au Québec une formation qui pour moi était vraiment la formation qui j'avais l'intuition qu'elle allait me permettre de développer mon travail avec la bibliothérapie. C'est une formation d'imagerie mentale. Donc, un travail avec les images mentales, avec l'imaginaire, pour guider la personne à développer un rapport avec son imaginaire et puis un travail de remise en mouvement des images à l'intérieur de l'imaginaire par un accompagnement. Donc, comme j'avais ce grand intérêt-là par rapport à la bibliothérapie, du travail avec les images, c'est ce qui m'a interpellée. Donc, j'ai fait cette formation-là pendant 4 ans. C'était quand même une formation assez complète où on abordait certains aspects de la psychologie, de la psychanalyse, du travail avec la psychosynthèse. Et puis donc, ça m'a donné une bonne base pour comprendre un peu, par exemple, les cycles de développement de la personne, c'est pas une formation clinique où on va vers la pathologie puis le diagnostic, mais vraiment une formation qui vise le développement humain. Donc, ça répondait vraiment à mon besoin. J'ai fait cette formation-là, puis effectivement, ça a été la formation qui m'a permis le plus de développer mon travail avec la bibliothérapie. Et présentement, je suis en train de faire un doctorat en psychologie. Okay. Encore là, pas un parcours clinique, un parcours de recherche. Donc, ça me permet de travailler justement à approfondir ce champ-là de la bibliothérapie, puis de développer un peu une meilleure compréhension de ce que c'est exactement. Là. Donc, toutes ces formations-là accumulées m'ont amené là, à plus tout un aspect autodidacte aussi, là, de recherche, de lecture, surtout en anglais, parce que la documentation autour de la bibliothérapie, elle est beaucoup en anglais. Donc, OK. Et du coup, avec tous ces aspects-là, comment est-ce que tu définis pour toi la bibliothérapie? C'est une très bonne question, hein, puis ça m'a pris beaucoup de temps avant d'être capable de forger ma définition de la bibliothérapie avec ce que j'avais créé comme ma manière de travailler avec cet outil-là. Parce que on sait très bien que la définition la plus large de la bibliothérapie, c'est l'utilisation du livre dans un contexte d'accompagnement ou en tout cas un contexte thérapeutique. Ça donne lieu, on le sait, à toutes sortes de formes de bibliothérapie différentes. Puis, avec le temps, j'en suis venue à forger une définition plus précise par rapport à ce qui m'intéressait dans la bibliothérapie. Ça reste une définition qui est plus pointue puis qui est ajustée à ma pratique. Donc, je la définis encore là comme l'utilisation en fait de la littérature de fiction, des contes, des poèmes, des textes de chansons, des extraits de romans, et aussi de l'utilisation de l'imaginaire
comme des outils d'exploration thérapeutique, en fait. Mhm. Que c'est une définition qui permet d'inclure plusieurs pratiques, mais le travail avec l'imaginaire est pour moi fondamental, en fait, dans cet outil-là de la bibliothérapie. Et puis, un autre aspect que je trouve important dans la définition de la bibliothérapie, c'est la rencontre en face à face avec un facilitateur ou un bibliothérapeute. C'est pas tous les types de bibliothérapie qui prônent ce type de rencontre-là. Il y a des bibliothérapies qui vont fonctionner avec des prescriptions de lecture où la rencontre est moins importante, ou en tout cas le cœur de l'aspect thérapeutique se fait pas dans la rencontre, se fait plutôt dans la rencontre avec le livre, lors de la lecture, par soi-même, chez soi. Mais pour moi, la bibliothérapie, c'est quelque chose d'interactif puis de relationnel. Donc, c'est très important, cette rencontre-là, en face à face avec quelqu'un, parce que le travail avec l'imaginaire puis avec les images, c'est quelque chose qui se déploie dans le face-à-face, qui se déploie dans la relation. Pas juste la relation avec le texte, parce qu'on va être pris souvent dans les mêmes carcans ou dans les mêmes dynamiques, dans les mêmes manières, dans les mêmes perceptions, en fait. Alors que tout à coup, quand on est en relation avec une autre personne, peu importe le niveau d'implication de cette personne-là, parfois l'implication de cette personne-là dans l'accompagnement va être minime, mais le fait qu'il y ait tout à coup un témoin devant lequel on est, ça permet de voir des choses différentes, d'aborder des perceptions différentes, puis de découvrir des aspects qui surgissent pas nécessairement quand on est seul face à une lecture. Donc, cet aspect-là est important dans la définition de la bibliothérapie. Dans une définition plus large, elle n'est pas nécessairement là, mais je trouve qu'on devrait en faire quelque chose qui est au cœur de la bibliothérapie, cet aspect relationnel, puis le travail avec l'imaginaire. Et du coup, tout ce que tu viens de nous décrire, c'est ce que tu appelles la bibliothérapie imaginale, c'est ça? Oui, en fait, j'ai essayé de forger un terme, créer un terme qui allait représenter. Je pense que pour l'instant, chacun définit un peu la bibliothérapie avec ce qui arrive à en comprendre, puis sa pratique. On parle de bibliothérapie créative pour l'utilisation plus de textes de fiction, contrairement à un autre type de bibliothérapie où on utiliserait plutôt des essais ou des ouvrages plus informatifs. Il y a cette appellation-là aussi de la bibliothérapie interactive versus la prescription de lecture. Donc, c'est un peu difficile des fois de s'y retrouver là, dans tous ces termes-là, puis qui sont pas nécessairement bien expliqués dans un ouvrage qui nous situerait très bien par rapport à la bibliothérapie. Mais donc, ce terme-là de bibliothérapie imaginale, pour moi, il décrit bien ce travail-là de la bibliothérapie avec l'imaginaire. Parce que pour moi, en fait, l'hypothèse sur laquelle je me fonde par rapport au travail avec la bibliothérapie, c'est qu'on vient rejoindre avec ce travail de la bibliothérapie des symboles, une organisation symbolique, en fait, dans l'imaginaire. Il y a une certaine théorie qui parle du fait qu'on perçoit le monde et puis que ces perceptions-là s'enregistrent en nous d'une manière symbolique. Donc, ça se fonde sur cette manière-là de conceptualiser le monde. Et puis, la bibliothérapie, pour moi, ça vient justement quand il y a quelque chose qui est effectif dans la bibliothérapie. Je me posais la question, puis c'est un peu la question de base qui m'a amenée à faire le doctorat, c'est qu'est-ce qui fait que tout à coup, on change? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une perception qui change, ou un comportement, ou une manière de faire les choses, une manière d'être aussi au niveau plus identitaire, qui fait que tout à coup, on change? Sur quoi ça s'appuie? Ça vient chercher quoi dans nous? Il y a bien sûr l'aspect rationnel qui est relié à ça, l'aspect affectif, mais il y a aussi toute une partie, je crois, qui est reliée
à cette organisation plus symbolique-là, donc que je mets sous le chapeau de l'imaginaire. Et donc, il fallait trouver une manière de nommer tout ça. J'ai utilisé ce terme-là d'imaginal, qui est un emprunt à Henri Corbin, qui est un philosophe qui avait créé ce néologisme-là pour différencier, parce qu'on a tendance à utiliser le terme imaginaire pour dire quelque chose qui est irréel, en fait. Donc, on s'imagine mal parler de bibliothérapie imaginaire. On a l'impression que ça sort tout droit d'une fiction et que c'est pas réel. Pourtant, c'est un travail très réel, très tangible. Donc, bibliothérapie imaginale pour décrire ce travail-là avec les images. Et puis, c'est un travail qui est à la fois sur les images d'un texte et à la fois sur les images qui nous appartiennent à nous à l'intérieur de notre propre imaginaire. Donc, il y a une relation qui se crée entre ces deux types d'images-là. Et la bibliothérapie imaginale, elle se base là-dessus, en fait. Puis les images aussi, on se rend compte dans ce type de travail-là qu'elles ont vraiment une dynamique à elles, là. Qu'elles ont une vie autonome, si on veut, comme nos rêves ont leur propre vie, puis qu'on ne les contrôle pas. On se réveille au matin, on s'en souvient, puis on n'a pas rien contrôlé. Eh bien, le travail avec l'imagerie mentale est aussi, cette approche-là est aussi appelée rêve éveillé dirigé. Mm-hmm. Et donc, ça dit bien que ça provient aussi d'un matériau qu'on ne contrôle pas nécessairement, d'une série d'images, d'un scénario qui peut être là, qui se déploie, qui est indépendant de notre volonté, si on le laisse vraiment, si on suit vraiment les images et puis le mouvement intrinsèque de ces images-là. Et puis, le fait de suivre ces images, recréer un équilibre différent, en fait, dans une structure qu'on a pu créer à l'intérieur de notre propre imaginaire pour agencer nos perceptions, nos sensations, nos expériences, nos émotions. Et puis donc, on vient, avec la bibliothérapie imaginale, remettre du mouvement. Marc-Alain Waknin parle beaucoup de remettre du mouvement dans l'identité avec le travail avec la bibliothérapie. Mais remettre du mouvement dans l'identité, ça part de où? Donc, pour moi, ça part de ce travail-là avec les images puis avec l'imaginaire. Donc, remettre du mouvement à l'intérieur de l'imaginaire par un travail avec les images. Ok. Alors, comment est-ce que ça se passe en pratique? Oui. Du coup, là, on comprend bien la théorie en fait sur laquelle tu te bases. Alors, comment est-ce que ça se passe en pratique quand quelqu'un vient te voir? Ouais, c'est assez simple en fait. C'est une rencontre d'humain à humain, donc avec ce que ça crée aussi de spontanéité à travers un canevas qui est quand même défini. Comme c'est un outil d'exploration, quand la personne arrive, les choses se passent plutôt sous ce thème-là de l'exploration. Donc, on ne se base pas sur une pathologie X, Y, Z comme point de départ de la rencontre. La personne va plutôt soit confier, soit discuter de quelque chose qui la préoccupe, d'une quête, d'une question plus existentielle ou de choses vécues à ce moment-là, ou tout simplement avoir seulement envie d'explorer à partir non pas d'un point de départ qui serait une problématique de son existence, mais de partir en exploration à partir du texte en tant que tel. Donc, il y a ces deux manières-là de faire les choses. Dans le cadre de ma recherche de doctorat, je suis allée plutôt dans ce sens-là, où j'ai choisi un texte et puis la personne est partie de ce texte-là vraiment pour explorer des choses et non pas d'une problématique de départ. Et puis, quand on fait une suite de rencontres, bien, il y a des choses qui se dégagent d'une rencontre à l'autre qui sont des indices pour choisir des prochains textes. Souvent, c'est moi qui fais le choix d'un texte
parce que comme cet outil-là de la bibliothérapie est méconnu, les gens ne savent pas nécessairement comment travailler avec cet outil-là. Donc, mais il se pourrait très bien que ce soit une personne qui arrive et qui ait un conte, un poème, un extrait de roman qui l'a fortement marqué et puis qu'elle voudrait savoir qu'est-ce qui se cache derrière ça. Pourquoi est-ce qu'elle est autant affectée ou intriguée ou questionnée par ce texte-là. Mm-hmm. Donc, c'est la démarche. On part avec qui est courte, parce que le but, c'est pas de faire la lecture pendant l'heure ou l'heure et demie que dure la session. La littérature est un outil dans le contexte de la bibliothérapie, donc on veut l'utiliser comme un outil de départ et donc ça doit être assez court. Dans l'Association américaine de bibliothérapie, ont une référence imagée pour décrire la longueur du texte qui devrait être utilisé. Ils parlaient du fait que le texte ne devrait pas être plus long que la main, en fait. D'accord. Référence. Ça m'arrive parfois d'utiliser des comptes qui fassent 2 mains, disons. Mm-hmm. Mais je n'utiliserai pas un compte sur 10 pages qui est très élaboré, qui est très descriptif. Et puis, donc, je fais la lecture à voix haute de ce texte-là. Parfois, la personne peut aussi reprendre une deuxième lecture à voix haute. Il y a certains bibliothérapeutes qui vont travailler vraiment avec un travail de lecture à voix haute. C'est pas mon cas. Comme il y a certains autres bibliothérapeutes aussi, notamment aux États-Unis, qui travaillent beaucoup avec l'écriture pour amener une réponse affective pour solliciter et puis exprimer sa réponse affective face au texte. Je le fais pas non plus la plupart du temps parce que j'ai pratiqué vraiment dans différents contextes où c'était pas nécessairement possible ou souhaitable d'amener la personne à l'écriture par rapport à l'écriture. Donc, à ce moment-là, le mental qui vient permettre à la personne d'exprimer d'une autre manière, de créer d'une autre manière à partir de la pièce de littérature qui est choisie. Suite à la lecture du texte, il y a un échange plus sous le mode affectif, rationnel, comment la personne lit le texte, quels sont les passages qui sont marquants. Et puis, suite à cet échange-là, on passe en fait de l'imaginaire du texte à l'imaginaire de la personne avec l'imagerie mentale. Et puis là, je guide la personne dans une imagerie mentale à partir d'une image du texte qu'on a sélectionné ensemble, qui constitue le point de départ de l'imagerie. Et puis, ça permet à la personne d'explorer cette image-là dans son propre imaginaire, où on sort d'un contrôle rationnel et puis d'un contrôle volontaire de vouloir modifier ou faire en sorte que le scénario ou la compréhension aille dans un certain sens. Quand on arrive vraiment à s'abandonner à l'expérience de l'imagerie mentale, il y a des choses qui nous surprennent parce qu'il y a toutes sortes de scénarios qui se créent et puis on s'y attendait pas. Donc c'est ça. Suite à l'imagerie mentale, on referme toute cette expérience-là par une synthèse du parcours qui est fait avec la personne, à partir du texte, à partir de ses réflexions, vers cette expérience-là avec l'imaginaire. Puis ça permet de faire des liens, de juxtaposer les différentes manières d'avoir compris les choses, d'avoir expérimenté le texte, de juxtaposer avec certaines consciences, de certaines dynamiques ou de certains questionnements que la personne peut avoir. Mm-hmm. Et du coup, les personnes reviennent plusieurs fois pour faire un travail comme ça sur plusieurs séances, ou parfois ça peut être simplement une seule séance? Ça peut être sûr qu'un travail de plus longue haleine est intéressant parce que c'est comme si, souvent je compare ça à un peu comme un album photo où on aurait des photos de soi à différents moments de sa vie, en fait. Donc, c'est
des photos de notre imaginaire, de notre santé imaginale, si on veut, ou de notre structure imaginale, de notre équilibre imaginal, à différents moments de notre vie, ou à différents moments d'une expérience de la vie qui est vécue dans un moment précis. Donc, c'est un travail qui est favorable sur plusieurs rencontres parce qu'il y a quelque chose qui se déploie à travers les rencontres. Et puis, il y a souvent, il y a quelque chose de marquant qui peut se passer dès la première rencontre, mais c'est le travail en continu qui fait qu'on peut vraiment apprivoiser certaines images, certaines dynamiques, et puis pouvoir vraiment faire une étude de soi puis un travail sur soi à partir de ça. Mm-hmm. C'est quelque chose de toute façon qui est constant hein, quand on commence à travailler sur soi puis à s'interroger, à se questionner, à vouloir évoluer. On ne fait pas qu'une seule chose à un moment précis, puis ça y est, c'est fini. Marc-Alain Waknin parlait du fait justement que cette identité-là, elle est constamment en mouvement, puis qu'on a à suivre ce mouvement-là à travers différentes périodes de notre vie. Donc, voilà. Mm-hmm. Et quel genre de public vient te consulter pour la bibliothérapie? Les gens qui viennent par eux-mêmes me consulter, c'est monsieur, madame, tout le monde, je dirais. Des gens surtout qui sont intéressés par cette quête personnelle-là, en fait, qui sont curieux de voir justement comment on peut approfondir le travail avec la bibliothérapie, comment on peut trouver une manière différente d'utiliser les textes pour revenir à soi, puis se comprendre, puis se développer. Donc, c'est pas nécessairement des gens qui ont un grand intérêt pour la littérature. Mm-hmm. Souvent, même, quand j'ai eu la possibilité de travailler avec des gens qui étaient des amoureux de la littérature et des grands lecteurs, c'était plus difficile des fois de les faire entrer dans l'expérience de la bibliothérapie parce que on est parfois tellement structuré à utiliser la littérature d'une telle manière ou de l'interpréter ou de l'analyser ou qu'en fait, là, l'expérience qui est proposée est tellement différente de ça qu'il faut sortir de ces schémas-là. Donc, des fois, c'est un peu long avant de défaire cette manière-là d'être en contact avec la littérature pour des gens qui sont clairs. Mais c'est tout à fait possible, là, on y arrive. Là. Alors que quand j'ai eu la chance de travailler dans des milieux où les gens étaient moins scolarisés, dans des prisons, dans des hôpitaux, ou en tout cas, peu importe là, les milieux, mais où... C'est ça. Quand j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui n'étaient pas nécessairement en contact quotidien avec la littérature, eh bien, souvent l'expérience elle se faisait de manière plus spontanée. Puis les gens n'avaient pas cet a priori-là théorique ou intellectuel par rapport à la littérature. Et puis ils y allaient vraiment avec un contact avec la littérature vraiment sous le mode affectif où on passait d'un passage d'un texte à un souvenir, à une expérience, d'une manière très directe. Donc, c'est ce qui est souhaité. Ça n'empêche pas qu'on peut ensuite intégrer des réflexions plus théoriques, plus intellectuelles à tout ce processus-là. Mais à la base, c'est une réponse affective qu'on cherche par rapport au texte. Donc, il faut se sortir un peu de notre intellect et de notre pensée rationnelle. Mmh. Ce que tu racontes très bien dans ton livre, d'ailleurs, par rapport à tous ces publics justement très spontanés que tu as rencontrés en prison ou en hôpitaux et qui réagissent de manière très naturelle finalement face au texte que tu leur proposes. Oui, puis c'est important aussi dans l'accompagnement que moi-même, j'aborde la personne puis le texte sous ce mode-là, en fait, avec quelque chose de très simple,
un esprit très, très délié, très simple, très convivial, plus sous la forme d'un jeu, quelque chose de ludique par rapport au texte. Puis ça fait qu'à ce moment-là, j'ai pu utiliser le même texte avec un public très intellectuel, puis avec un public qui n'était pas du tout lecteur. J'ai pu utiliser le même texte, qui était un texte tout à fait littéraire, mais sans que la personne se sente inférieure ou rabaissée par rapport à une compréhension. Le but, c'est pas de comprendre le texte, ou en tout cas, c'est d'en faire une compréhension très personnelle. Donc c'est pour ça que je parle aussi de l'aspect relationnel, hein, parce que c'est très important dans ce contexte-là, comment le facilitateur aborde la personne puis le texte, ce qui va faire que ça va pouvoir amener le participant dans une expérience qui est vraiment tournée vers la bibliothérapie et non pas une expérience d'étude d'un texte qui serait plus académique, là, disons. Et du coup, venons-en à ton livre que tu as écrit, donc, qui s'appelle Bibliothérapie Trésor d'imaginaire. Comment est-ce que tu en es venu à écrire ce livre? Pourquoi est-ce que tu as eu envie d'écrire ce livre? C'est une histoire. En fait, on m'a poussé à écrire ce livre-là, sinon je pense qu'il n'existerait pas encore. Parce qu'il faut toujours, en tout cas, se mettre à l'écriture. C'est quand même un défi, une expérience. Donc, c'était tout simplement que je devais avoir publié un livre pour pouvoir avoir accès à une certaine subvention pour aller faire un travail de résidence dans une prison en Bretagne, en fait. Parce que dans mon offre de service, il y a ce travail-là. Il y a le travail intellectuel, il y a le travail individuel et puis en groupe, sous forme de séances où les gens peuvent prendre rendez-vous. Puis, je travaille aussi, je fais une petite parenthèse, là, mais je travaille aussi avec le format de la retraite, c'est-à-dire que les gens peuvent venir sur 2-3 jours. Et puis là, on s'immerge vraiment dans la bibliothérapie. J'ai une pratique aussi qui est corporelle avec l'approche du Trager. Et puis, j'amène aussi ce travail-là plus corporel dans le travail avec la bibliothérapie. Mais il y a aussi le travail des résidences, c'est-à-dire que je développe des projets dans différents milieux. Et puis, dans le livre, je raconte plusieurs expériences que j'ai pu avoir dans ces différents milieux-là. Et puis, donc, on m'avait proposé de venir en Bretagne faire 2 semaines de résidence dans une prison. Mais je devais avoir publié pour ça. J'avais déjà publié toutes sortes de petits textes ici et là, mais ça n'était pas suffisant. Il fallait que j'aie publié un livre. Okay. Donc, à la base, c'était même pas censé être un essai. Je devais publier un conte ou un recueil de poèmes que j'ai écrit suite à des résidences que j'ai faites dans un hôpital et puis dans un hôpital psychiatrique en Belgique, dans un institut de réadaptation. Parce que souvent, mon travail de résidence donne lieu à un aspect créatif. Et donc, je devais publier un ou l'autre des 2 manuscrits que j'avais, qui finalement sont toujours pas publiés. Et puis, l'éditeur que j'ai rencontré pour cette publication-là m'a proposé l'écriture d'un essai pour mieux faire connaître mon travail. Puis je trouvais que c'était tout à fait logique. On connaît tellement le travail avec la thérapie, puis d'autant plus le travail que j'ai développé. Donc, j'ai décidé de relever ce défi-là, d'écrire l'essai. Et puis donc, je me suis donné plusieurs mois où je me suis consacrée à ça. Puis, j'avais aussi remarqué que dans la littérature autour de la bibliothérapie, on a beaucoup d'essais, plutôt encore là dans le milieu anglophone, ou d'articles, parce que l'Association américaine de bibliothérapie publie un journal scientifique aussi qui est très intéressant. Mais ces articles-là ou ces essais-là qui sont publiés montrent très peu le travail
expérientiel avec la bibliothérapie montre très peu en pratique comment ça peut se passer. Puis quel est le rapport avec la personne. Donc, je trouvais que ça pourrait être intéressant de montrer comment ça se passe dans une rencontre et puis quel genre de travail on peut faire. Donc, ça a été ça un peu mon objectif pour l'essai. Puis de montrer aussi toute cette possibilité d'exploration-là avec l'imaginaire, puis la richesse de cette ressource-là, des images, en fait. Donc, c'est ce que j'ai voulu montrer avec l'essai. Et tu parlais tout à l'heure de travail créatif, qui était le résultat de certaines de tes résidences. Comment est-ce que ça se passe, ça? Sous quelle forme ou... c'est que, en fait, dans le travail de résidence, c'est intéressant parce que j'ai à tous les coups la possibilité de rencontrer plusieurs fois une même personne. Soit en hôpital psychiatrique, en prison, dans des hôpitaux de soins. Et puis, ça permet de vraiment créer un lien à l'intérieur d'un récit de vie. Puis, c'est tellement riche qu'est-ce qui émerge de ces rencontres-là que souvent, à la fin des résidences que j'ai pu faire, qui pouvaient aller de quelques jours à plusieurs mois, en fait, j'ai fait dans un institut de réadaptation une résidence de 6 mois. Donc, à la fin de ce travail-là, il y a bien sûr tous les bilans administratifs qu'on peut faire pour rendre compte du projet avec tous les chiffres et ce que ça implique. Mais je restais sur mon appétit de vraiment montrer la richesse du travail qui avait pu être fait. Donc, l'aspect créatif est venu de là. Puis, dans le livre, je raconte de manière plus directe les expériences, mais à la fin des résidences, j'avais envie d'utiliser ces matériaux-là pour aller vers la création, en fait. Donc, ça m'a amené à soit écrire de la poésie, soit écrire des contes. J'ai fait une exposition aussi à la fin de cette résidence-là de 6 mois à l'Institut de réadaptation au Québec. J'avais écrit une série de poèmes et puis ces poèmes-là ont été joints à des œuvres photographiques qui ont été imprimées sur des grands papiers photos puis qui ont été exposés en fait dans le lieu dans un espace là, de l'institution. Donc, c'était intéressant parce que dans ce cas-là, par exemple, il y a des personnes que j'avais rencontrées pendant le processus de résidence qui étaient là à l'exposition et puis qui étaient tellement fiers, en fait, de se retrouver comme ça dans un poème et avec encore là quelque chose qui est plus grand que soi, en fait. C'est ce que la littérature permet aussi, et puis le travail avec l'imaginaire, c'est quelque chose qui n'est pas confrontant parce qu'on ne travaille pas directement sur une problématique. On finit par l'aborder à travers l'imaginaire, ce qui semble fictif, mais qui et puis donc, à la fin du processus, quand on est face à un conte ou à un poème qui a été créé à partir de ce qui s'est passé comme expérience relationnelle avec le participant, ben ça permet encore de sortir ça permet d'aller vers quelque chose de plus grand que soi, en fait. Et puis, on a tellement besoin de ça, on manque tellement de ça, en fait, de cet aspect poétique-là dans notre quotidien, que ça permet aussi de croire que c'est possible d'aller plus loin que soi, plus loin que ce qu'on croit être soi, et puis un soi qui serait plus arrêté, en fait. Super, ouais, c'est très intéressant. Et du coup, est-ce que tu es la seule à pratiquer de cette manière ou est-ce que tu as formé d'autres personnes au Québec ou est-ce qu'il y a d'autres... comment est-ce que la bibliothérapie s'est un peu répandue au Québec? Pour l'instant, il y a plusieurs personnes qui s'y intéressent, qui ont commencé
documenter, à faire des recherches, mais il n'y a pas encore d'autres offres de services, là, si on veut, autour de la bibliothérapie au Québec. J'ai effectivement commencé à donner de la formation à l'automne dernier. C'était tout nouveau pour moi, là, puis je voulais attendre d'avoir terminé le doctorat pour commencer à donner de la formation, mais j'avais eu des demandes, puis je me suis dit que ça pouvait être une première expérience exploratoire pour moi là, d'offrir une formation. Donc, j'ai formé 2 bibliothécaires, en fait, à l'approche de la bibliothérapie. C'était un premier bloc de formation de 5 jours et on a abordé la bibliothérapie d'une manière globale, puis pour vraiment explorer qu'est-ce que c'est aussi le travail individuel. Donc, pendant la formation, la personne reçoit quelques séances de bibliothérapie aussi pour en expérimenter sur soi-même ce travail-là. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel quand on travaille avec la bibliothérapie, de toujours alimenter le travail pour nous-mêmes pour ensuite pouvoir le faire vivre à quelqu'un d'autre. Et je prépare un bloc de formation où là, je vais aller plus vers ce travail-là avec l'imagerie mentale, pour former les gens à utiliser cet outil-là dans le contexte de travail avec la bibliothérapie, là, puis de développer ce travail-là de bibliothérapie imaginale. C'est quand même un processus qui ne s'apprend pas en 2 jours. Moi, j'ai été formée pendant 4 ans autour de l'imagerie mentale, donc puis c'est quand même essentiel de comprendre certaines choses, comprendre certaines manières dont l'imaginaire puis les images fonctionnent, puis d'expérimenter aussi ce travail-là, de se donner la chance de pouvoir faire des essais-erreurs, puis de développer ce travail-là. Donc éventuellement, c'est ça, il va y avoir un autre bloc de formation. Je pense que la formation avec la bibliothérapie, ça gagne à être quelque chose qui se fasse aussi en formation continue. Puis, il y a de la place pour différentes sortes de bibliothérapie. Donc, on peut intégrer des outils qu'on apprend dans un type de bibliothérapie, j'imagine, à l'intérieur d'une forme de bibliothérapie qu'on peut développer. Pour l'instant, il n'y a rien qui régit la pratique de la bibliothérapie. L'Association américaine propose quand même une certaine structure de travail avec la bibliothérapie, une certaine terminologie aussi qui est employée pour décrire la pratique de la bibliothérapie. Par exemple, on ne va pas utiliser le terme de bibliothérapeute. En fait, il y a une distinction pour eux entre le facilitateur en bibliothérapeie puis le bibliothérapeute. D'accord. On utilise le terme de bibliothérapeute pour les gens qui ont une licence de pratique en psychologie ou en travail social. Ici au Québec, puis en Amérique, là, une réglementation par rapport à l'utilisation vraiment du terme de psychothérapeute, de psychologue. Et puis, ils ont donc une licence de pratique qui est reliée à ça. Donc, le terme de bibliothérapeute, eux, ils prônent de l'utiliser pour ce type de professionnels-là. Puis, la formation qu'ils offrent permet aussi de se former pour être facilitateur en bibliothérapie. Donc, j'essaie un peu de reprendre cette terminologie-là. Mais comme pour l'instant, il n'y a aucune réglementation, ben là, on utilise les termes un peu d'une manière indifférenciée. Est-ce que ça viendra qu'on aura une association francophone de bibliothérapeutes? Je le souhaite. Tout est à faire encore. Hein? Donc, je pense qu'il y a beaucoup de place pour l'innovation. C'est ce que ça permet pour l'instant aussi, le fait qu'il n'y ait pas une pratique qui soit régie, ben ça permet une exploration de la pratique et puis de développer beaucoup de richesse dans cette pratique-là pour ensuite peut-être proposer une terminologie qui sera adaptée à tout ça. Là.
Donc au fait, au Québec, malgré la proximité avec les États-Unis et la langue anglaise, finalement, vous êtes un peu dans la même situation que nous en Europe francophone, où Ouais, tout est très flou et puis tout est à faire finalement. ouais, tout à fait. Puis c'est drôle parce que quand j'ai eu l'opportunité d'aller en Suisse ou en Belgique ou en France pour travailler, à chaque fois, on me disait ah oui, le Québec, ça m'étonne pas que vous ayez des bibliothérapeutes et puis que la pratique de la bibliothérapie soit développée. Vous êtes tellement ouvert, innovateur. Et puis au Québec, quand je disais que j'avais travaillé en Suisse ou en France avec la bibliothérapie, on me disait l'inverse. En fait, ah oui, ça m'étonne pas. L'Europe est tellement ouverte et novatrice par Ouais, rapport à des proches. Donc, en fait, on est dans la même situation. ouais, ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais rajouter par rapport à ta pratique ou à la bibliothérapie en général? Je pense que comme on le dit, hein, tout est à faire avec ce travail-là. Il y a beaucoup de choses à explorer. Je souhaite que on puisse vraiment se donner cette possibilité-là d'explorer la richesse du travail avec l'imaginaire. En fait, je prêche pour ma paroisse là, en disant ça, mais le travail avec la bibliothérapie, ça va tellement plus loin que la simple lecture d'un texte, en fait. Puis, ce qui rend effectif la bibliothérapie, ça reste parfois mystérieux. Et puis, je souhaite qu'on puisse se pencher, en fait, sur ces aspects-là, puis mieux comprendre. Puis je pense que aussi, tout le travail qu'on fait maintenant en neurosciences permet de vraiment comprendre un fonctionnement du cerveau et conséquemment d'arriver à mieux comprendre aussi le fonctionnement de l'imaginaire et puis de la structuration, en fait, de tout ce langage symbolique-là en nous. Donc, et puis, je pense que la bibliothérapie, ça reste un outil qui est vraiment transdisciplinaire, Mhm. qui touche tant la littérature que la psychologie, que la philosophie. Il y a des aspects de toutes ces disciplines-là qui traversent en fait la bibliothérapie et puis qui peuvent l'alimenter. Et cet outil-là, après, peut servir autant dans des contextes thérapeutiques, de développement de la personne ou cliniques, que dans des contextes d'éducation, puis des contextes communautaires, sociaux. C'est vraiment un outil qui est riche, qui permet une exploration qui est pas confrontante, qui est pas dangereuse, Mhm. mais qu'il faut quand même savoir maîtriser parce que qui peut être très puissante en fait, parce que le travail avec la littérature, le travail avec les symboles, avec les images, ça peut être un travail très puissant. Mhm. Et puis, il faut pas négliger en fait cet aspect-là. Mhm. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est essentiel de se pencher davantage sur ce travail-là, puis de pouvoir mettre en place des formations, puis une compréhension qui soit ajustée, puis qui en fasse aussi un outil sérieux, parce que c'est pas que, pour moi en tout cas, c'est pas que le fait de lire dans son salon, puis de se faire du bien en lisant un texte. On sait tous ça, que c'est très possible et que la lecture peut nous faire du bien, Mhm. mais ça va beaucoup plus loin que ça. Mhm. Mhm. Super. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup. Hein, merci Bah, merci à de toi. t'intéresser à la bibliothérapie puis à mon travail. Puis je souhaite que ça puisse continuer d'évoluer. Puis de votre côté aussi, en Suisse, qu'il y ait des choses qui puissent se passer. Puis que tous les différents milieux francophones puissent continuer de se parler autour de ça. Mm. En tout cas, ton travail de diffusion comme ça, c'est une belle opportunité pour ça. Du coup, est-ce que ton livre est déjà disponible en Europe? Parce que quand j'ai voulu le commander il y a quelque temps, il n'était pas encore édité chez nous. Donc est-ce que maintenant il est disponible?
Non, il va être rendu disponible autour du mois de peut-être avril-mai. Mais pour l'instant, en fait, la manière de se le procurer, c'est via mon site internet, labibliothèqueapothicaire.com. On peut en faire une commande en ligne, puis le livre vous est envoyé par la poste avec un joli petit message. J'ai testé, ça marche très bien jusqu'en Suisse. Donc, c'est la manière pour l'instant de se le procurer. Je suis très ouverte à la possibilité d'une édition francophone européenne du livre. Je lance le message. Il y a la possibilité d'éditer éventuellement le livre directement en Suisse ou en France. Donc, les offres sont lancées. On verra si un éditeur écoute ce podcast, on ne sait jamais. Super. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette interview. C'était vraiment super intéressant. Et puis, on peut te retrouver alors sur ton site web, labibliothèqueapothicaire.com. Ouais. Super. Merci Aline. Merci à toi. Voilà, c'est la fin de ce 3e épisode du podcast Des livres pour cheminer. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à rencontrer Cathy et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine interview. Au revoir.